de ce colloque interuniversitaire avec le panel 2. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir, la grande joie de céder la parole à Céline Romainville. Dans ce panel 2, on a voulu en fait être attentif à deux choses. En fait, c'est le produit de deux vigilances au sein du comité scientifique. C'était d'être attentif aux personnes vulnérables, alors socialement, professionnellement ou culturellement, et d'être attentif aussi à ne pas être autocentré et donc de ne pas uniquement donner la parole à des chercheurs et des témoins et des passeurs d'Europe. Et donc, vous verrez que ce panel s'ouvre largement en dehors des sphères européennes. Et donc, qui mieux que Céline Romainville, mesdames et messieurs, pouvait animer ce panel, elle qui a toujours été attentive dès sa thèse de doctorat au droit culturel et à l'accessibilité en matière culturelle, elle qui est, je vais t'appeler Céline, la grande prêtresse du droit constitutionnel à l'UCL, et qui est attentive aux droits humains, à la séparation des pouvoirs. Alors écoutez, franchement, hein, la vulnérabilité sociale, professionnelle et culturelle en pandémie, c'était fait pour elle. Céline, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Anne-Emmanuelle pour ces mots très gentils. So I'm really glad, I'm really happy to open this panel. So as Anne-Emmanuelle recalled us, it is a panel dedicated to economic, social and cultural rights and to social vulnerabilities. So before turning to our panelists, I would like to introduce briefly to the major issues that run through all contributions so that you can think about it and maybe raise some questions for our panelists afterwards. So first, vulnerabilities. So the COVID-19 pandemic reminds us the vulnerability of every human being, of course, but the purpose of our panel is not to analyze the fragility inherent to human condition, but to focus on certain specific situations and on specific categories of persons which are placed in situations of vulnerability due to certain characteristics. Alors, first of all, they are the category of people that the law of fundamental rights identifies as being vulnerable. People with disabilities, that would be our first contribution. People belonging to minorities also. Second type of vulnerability, there are certain category of people that are particularly vulnerable in relation to the disease itself. Elderly people, people with comorbidity, people living in collective living spaces, like prisons, and we will have one contribution on that topic. Third, there are particular socioeconomic vulnerabilities linked to the responses given by public authorities to the COVID crisis. We can think about people who cannot work remotely, young people whose access to labor market has been disrupted, but also to working moms who, with the shift to telework and the closing of schools, will have to assume most of the responsibilities related to care. We can also think of other groups like the LGBTQI in Africa, or also to some workers in some sectors like the cultural one who have been specifically affected by the public responses to COVID-19 crisis. Those vulnerabilities can be, of course, intersectional, and in addition to the vulnerabilities recognized by the law of fundamental rights, we can see already now that one individual may accumulate vulnerabilities in the face of the disease and in the face of the responses given by public authorities to that disease. So that's the first word of our panel, vulnerabilities. Second one, it's economic, social, and cultural rights. So turning to economic, social, and cultural rights, COVID crisis has also acted as a magnifying mirror of some flaws and also some strengths of economic, social, and cultural rights. The contribution of our panelists generate both opportunities and challenges to the protection of economic, social, and cultural rights. I can only but point out some elements that will be discussed. First, while the pandemic in itself replaced the right to health as a core issue, however,
the public debate on the admissibility of the measure taken by public authorities was most of the time focusing on civil and political rights. For instance, lockdown has been seen as a threat to freedoms more than a guarantee of social rights or economic or cultural rights. Second, pandemic recalled the importance of states and of state solidarity. Privatization raised a number of issues here, especially in the contribution on culture, but not only. We can see that when the exercise of a right is in fact depending of private actors like online platforms, well, this raises a number of issues. Third, pandemic reminds us that responsibility is the hidden face of economic, social, and cultural rights, responsibility of the state, but also of other actors. Four, as we will see, impact of COVID on economic, social, and cultural rights has been unequal. Socio-economically disadvantaged and vulnerable groups have been disproportionately affected by COVID-19 and by the public responses to COVID-19. And we will speak quite largely on that issue. So this raised the question of the perception of vulnerability and the participation of vulnerable groups to the responses given to COVID-19. Fifth, the contribution and the discussion that we will have also reveals that there is a need and the importance of preventive measures and preventive policies and the importance of structural policies. As we have seen in the first panel, crisis is a dynamic phenomenon, and the importance of some steps before the crisis, like preventive measures, are well highlighted in the contribution. Sixth, COVID crisis raises the challenge of balancing economic, social, cultural rights and other rights, and Stein will go further on that topic. Seventh, the COVID crisis also raises the challenge of ensuring greater accountability for securing economic, social, and cultural rights in time of crisis. There is, for instance, the problem of identifying public and private authorities responsible for securing those rights. And lastly, we can consider a last question that ran also through some contribution is the following. Are digital tools sufficient to provide full exercise of some rights? For instance, when it comes to cultural rights, can we rely on those tools to consider that the states have respect, protect, and fulfill cultural rights? So are economic, social, and cultural rights instrument neutral in terms of digital or physical environment? So those are very big questions that I very briefly sketch. Now I will turn to the contribution. The first one is the one of Professor Gauthier Debecot. So Gauthier Debecot will speak online. He's a reader in law at the University of Huddersfield. He has previously taught at KU Leuven, University College London, and the University of Leeds. He has also worked as an expert in several organizations responsible for the protection of human rights. He has just written a new book on disability in international human rights law, and so his intervention will focus on the rights of people with disabilities in times of COVID. So Gauthier, the floor is yours. First of all, my thanks to the organizers for this very, very timely and important conference, and as well for organizing the papers and accepting as well that they sent mine a bit late. I don't remember if I said it in the bio, but thanks for the publicity for my book, which I didn't dare to do myself. So thanks a lot, Sonny, for that. Yes, and basically, I'm very sorry not to be there in Belgium. You know, there are a lot of restrictions still in place, and I have some management responsibilities in Huddersfield.
in terms of both staff and research, which would have, and I've also 2 children, so it would have been very complicated for me to come there. But I hope this is the last time you will see me on Zoom in Belgium. So, and that next time I will have the great pleasure to see you in person. I am a bit confused because I feel that Professor Romainville has said everything I want to say. So I know I have 20 minutes, but there will be some repetition because it was quite it was very nice to start it like this, because indeed, even though I know I sit in a position a bit late, well, you have really identified some of the major points I wanted to make myself. I know I have 20 minutes, so, but please, if you see that you have my PowerPoint presentation, if I'm late, please tell me, and I will be careful to respect the time of others. It's something that is interesting to me as well, is that you have put me in the first place, and I guess this is because you want to put disabled people first, while in most conferences where we talk about different groups, disabled people come last. So that's also something I wanted to stress. Gauthier, I'm very sorry. I think you have to go on with the PowerPoint, with your PowerPoint presentation. You have to share your screen, I think. I'm very sorry. we don't my university has moved on Teams recently. Okay. While I started with Zoom. So it has still, how can I do so, please? I think you've got a screen share at the bottom. Yeah, I had to change. I used both systems. Recently, they asked me to use only Teams. So that means that I have been less used to it. Yes, thank you for this reminder, Celine. And sorry for the long introduction. Just the pleasure to see the place in Belgium again. Sorry about this. No. So share. Cannot see it. So it's a green. Yeah, I have. Okay. I don't understand because my PowerPoint is open, but in the share I cannot see it. Just bear with me. Anyway, what I said green button. Yeah, please. That's the green button in your screen on Zoom. Could you see it? It's shared. Yes, but when I press on it, I cannot see my PowerPoint presentation. I know that I'm not the first one who has this. I've seen this with other interviews. Click then to share. See, my PowerPoint does not appear in the list. Can you open it or not? I know I've seen this before. You see what I mean? But yeah, but maybe you can go on without your presentation, because we will be running out of time. I know. Otherwise, I'm sorry. But it doesn't open up. Oh yeah, now it is there. Okay, I've got it. Yeah, okay. Okay. So I start then immediately. I will talk briefly about the impact on disabled people, how the crisis has affected them, and then I will focus more precisely on economic and social rights and obligations that are related to them, to move on with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, where we can find how they are protected. And I will finish, if I have the time, but this will be found in my paper, on a kind of presentation of the situation in the United Kingdom, where I'm currently based, so that we can see how it translates here. I wanted to start with this particular PowerPoint because it has been the starting point of introducing disability in international human rights law. And for your knowledge, the word disability is not to be found in any human rights treaty before the Disability Convention, except in the Universal Declaration on Human Rights. But there, it says that in case of disability, you have the right to social protection.
So disability is regarded more as a barrier or as an obstacle itself, so impairment as an obstacle itself to the exercise of economic and social rights, and should be basically compensated by disability allowances. What we have seen, as heard by Celine, is that the crisis has especially affected a lot of groups, of course. So that's something that we need to remember. It's not just disabled people. And of course, everybody in general, but in particular marginalized groups. But I want to show in this presentation how it has especially affected disabled people, and how this group has lacked consideration in most of the measures that have been taken to combat the virus. I will start with a few facts, which you will find more information on this in my paper, and several organizations, including the United Nations and disabled people organizations, have explored them. But I guess it's well known that, for instance, people in institutions have been much more often been infected by disease because they live in overcrowded situations. Healthcare has been a big issue for disabled people, not only because they need healthcare as everybody, but there are also a lot of healthcare requirements that are typical to disability, which have not been dealt with properly during the crisis. Most importantly, a lot of the available support for independent living has been pushed into the background, which means that a lot of disabled people have lacked the support they need to continue work, education, social relationships, and so on. As we know, and as we said, there have been a lot of restrictions on liberties, and the civil rights dimension has been stressed. But from the economic and the social rights perspective, this has especially affected those who have more difficult to access certain essential goods, like disabled people. And most countries, there have been some exemptions, as we know, but not automatically for disabled people, who have had difficulties basically, such as in shops, to wear the face mask and to queue in the same way as other people. So the different restrictions that have been really far-reaching from a historical perspective have especially diminished the life chances of disabled people. So I wanted to show here that there is a kind of a triple impact on them. First, in the protection against the virus, they have found themselves in more difficult situations, especially those in institutions. Healthcare have not always been provided to them. Maybe you have heard about triage systems, where certain groups of disabled people were offered healthcare only in the second place because their situation was considered less worthy than that of others. But especially the third impact has been great on their economic and social rights, which is the impact of all the measures that have been taken to control the spread of disease for the last 1.5 years, where it has had a serious impact on people in general. For them, it has had dramatic effects on their living conditions. So I show you here a ball with the tree and the tree effects, and I think that the one that falls on most of the ground is the ball that reflects the impact on the restrictions imposed on liberties for disabled people. So when let's return to the economic and social rights as such. First of all, a little word of caution. I will not go deal with that in detail, but I've argued this elsewhere. I think this, of course, this division, and I think we everybody agrees on that, is quite artificial because there is a social dimension in most, or perhaps in all, human rights, and this concerns especially disabled people. It's whatever right you take, there will be a kind of social impact that requires resources in order to enable them to exercise their rights. So to use it, we have to be careful when we use this
as a category as such. I prefer to talk about the social dimension as indicated on my PowerPoint. So as I said, the restrictions imposed in order to control the spread of the virus have had a disproportionate impact on their lives, and it's on those restrictions that I would like to focus. When we look at the different rights, we see that, for instance, disabled people have had, many of them have lost their jobs and have had more difficult to work from home, or to use software when it was not made accessible, given that we had to use this on a very rapid pace. And many of them have not found their job again, although the flexibility offered has benefited to some of them. With regard to education, there I think the impact has been the most serious, as while we moved on to online education, a lot of children have been virtually left out, mostly children from poorer households, but especially disabled people, because a lot of software applications were not automatically available for them and were more difficult to use. But the most important thing that has happened is that since there have been restrictions to liberties such as the freedom of movement, they have depended more on support in order to access essential goods, and many have been trapped at home, where unless they had some families and community that would help them, some of them have just not have had access to food and to other basic necessities in order to survive this crisis. And this has, of course, increased isolation, but also diminished mental health care and increased their sometimes their disability itself, especially for those who had mental disabilities. So as far as the CRPD is concerned, we see that, as I said, disability is something that has not been much considered in previous human rights treaties. There was a lot that has been written, including in my book, on the history of that. The only exception was the CSE, where you have some attention to disability, but that's concerned, of course, only children. An important thing that needs to be stressed is the social model. What is this? In a nutshell, the social model indicates that disability is not about impairment, but about the obstacles that society creates for those who have impairments that can come on top of such impairments for them. And while there is some discussion about how far the convention adopts this vision or this view of disability, to a largest extent, if you look at especially Article 1, which defines who disabled people are, you will see that this is a view that has been adopted by this convention. It does not focus on impairments, but more on what kind of barriers are put in place that needs to be removed so that people with disabilities can enjoy their rights. The purposes of this convention is inclusion and autonomy, which again means that if you have at the one side inclusion and autonomy, you mix this civil rights and social rights dimension to an unprecedented extent. And if you look at every of the rights, both civil and political and economic and social rights are completely intermixed. Although it has an article that resembles to Article 2.1 of the International Covenant on Economic and Social Rights, which makes the difference between two rights, although the application of progressive realization is quite complex in this context, because most of the rights are attached to both sets of rights, and it's very difficult to distinguish them. This convention protects in a number of ways the different rights that are affected by the measures I have outlined before, which are a result of the restrictions on liberties. And if you read these rights, you will see that there is a new emphasis in each of them
that requires states parties to take measures to make sure that disabled people can access education, work, have the healthcare, and so on, which cannot be done without the certain measures that provide support to them, or certain changes in the employment education system for the purpose of including disabled people. I will not go in detail for all of them, but if you look at education, for instance, the convention clearly requires that support measures should be available for children to facilitate their education. And the COPD committee has, even before the pandemic, stressed that any new technologies should be available to disabled children, which has been an issue during the pandemic because they were not designed in such a way before being used remotely. Perhaps the right that has been the most affected is independent living. Independent living does not mean living alone. It relates to the support that is needed to live as other people and make choices and be able to at home organize oneself. And the convention gives a lot of detail, provides a lot of detail about this, but most of the support, including personal assistance, that had to be provided, that was provided, has been put in danger. Well, imagine simply that with the bubbles and the face mask, how difficult it can be for organizations to continue to support at home certain disabled people, where they are supposed to go to many houses where they can help them. So again, that's why many of them have been trapped at home without any support. So the question is, and there is, I think, more research to be done on this one, and that's why I put an interrogation mark, is the justification. There has been obviously a regress in the enjoyment, in the implementation of economic and social rights. And we know that this is possible, but it should be justified by reference to the totality of the rights provided in international human rights law and in the context of the full use of available resources. What has been, what has astonished and even shocked many disabled people organizations is the number of resources that have been suddenly made available, like furlough schemes, like other ways in order to ensure that people could keep their jobs, the resources that were not available in the past, and they have completely disappeared for certain categories of people. So the question here is whether the resources that have been used have gone in the right hands and have been used for the right purposes, especially since the covenant itself provides that no measures should discriminate between different groups. So I think there the unequal effects of the way in which the resources have been used to combat the effects of the pandemic raise many questions. And with regard to disability, it's in a way returning to the ancient medical model of disability, to which the social model has been a reaction. And why? Because we see that disability is again seen as an issue of welfare, in the sense that it depends mainly on governmental goodwill, and if other issues have been first dealt with, and it's no longer seen as a priority to meet the requirements under international human rights law in order to enable disabled people to exercise their rights. And before the COPD, these requirements were seen as not as a favor, but as a way to deal with people who are considered as more vulnerable. But with human rights, a lot of welfare policies are actually seen as a right in order to enable the exercise of certain rights with a specific purpose. And that has been, this view of this vision has in a way been lost. How much time do I have left, please, Celine, so that I know whether I have to do with you have UK something like, yeah, yes, 4 minutes. 4 minutes, thank you, merci. So here I want to show with this slide the effect of the crisis on disabled people, and I think this translates well in the UK context, because something that has happened there and that happened also elsewhere is that these measures have been taken in already a difficult time for categories like disabled people, because
but the measures taken in the past, after the crisis of 2008, already affected their life chances. What has been what we've seen in the UK is, as I said before, a lack of consideration in any of those measures that have been taken in order to combat the spread of the viruses, like forgetting to add disabled people in the exemptions when imposing face masks and social distancing measures or bubbles. In the beginning, it was just something that was barely mentioned. And it's not only just in the policies, but even in the legislation. If you read through the lines, there is the rights of disabled people, and especially those protected in the CPD, have been obliterated in a quite vicious way. If you look at the Coronavirus Act 2020, for instance, you will see that it allows to suspend some of the duties towards the disabled people to meet their needs. So what are these duties? They are duties under the CARE Act of 2014 that require that local authorities assess and provide support to disabled people to enable them to live in the community. And this is reflecting the new way of thinking about disability. And given the budgetary constraints, authorities have been allowed just to suspend them unless this so doing would lead to a breach of the convention rights. And you see how it is worded. It is worded in a way that you have to meet those to avoid a breach. Basically, please be careful not that the courts, that disabled people not go to courts and invoke the European Convention of Human Rights, which has nothing to do, with Brexit. They can still do so before the High Court using the Human Rights Act, and they do so indeed. So please, we don't want that. And these are the so-called easements that all local authorities, including in my area and other leads, have been using. They have the power now to meet the needs of disabled people, but not more than that. If you can put enough pressure, maybe it will work. Again, this is a blow to economic and social rights for the simple reason that the only way to show that you have a breach of the European Convention, well, is that the lack of care would amount to torture, basically. And it's not easy to demonstrate, threshold is quite high, to demonstrate that because you have not had certain services, you have been subject to torture. So there is no word of the European Social Charter, obviously, but neither of the CAPD, which protect those rights. So in a way, it's going much backwards. And as I said in the beginning, when I talked about the UK, there have been, since 2008, a lot of cutbacks in the welfare system, which have already put disabled people in a bad position. In 2006, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities even did an inquiry on the UK, which has shocked the government because, and as I thought before arriving in the UK, they were seen as a leader in the promotion of the rights of disabled people. Well, now they are seen as the worst example of it. And the CAPD committee, when coming here, in a speech even said that it was the way in which they had dealt with disabled people before the coronavirus crisis amounted to a human catastrophe. So that's maybe my final slide. I use here a clock to show how things have, in a way, turned backwards when we look back at the Equality Act, to all what has been achieved here in terms of reasonable accommodation, which has inspired European legislation, and even the CAPD itself. This double effect of the austerity measures followed by all these measures under the coronavirus crisis has meant that disabled people have found themselves in the situation where they were well in 20 years ago, where disability is just seen as a welfare issue that can be put on the side if other issues should have priority. I think that's it. Thank you so much for your attention. And I'm available for any questions, and I'm looking forward to listen to the other speakers as well. Thank you.
So we will now be turning to the contribution of Louise Fromont. So Louise is a postdoctoral researcher here at the Université Libre de Bruxelles, and she's also a lecturer at HEC Paris and at the Université Catholique de Lille. So her research focuses on economic and monetary union, fundamental rights, European litigation, and European values. Her doctoral thesis was devoted to the impact of the new European economic governance of the Union of Law. She will be speaking about economic and social rights in the European economic recovery. She will analyze with us the Recovery and Resilience Facility developed by the European Commission, and then assess the recovery plans of Germany, Italy, and Belgium. So, Louise, I give you the floor, and we will be listening to you. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant toute chose, je tiens à me joindre aux remerciements pour l'organisation de ce colloque et puis surtout pour l'invitation à pouvoir parler d'un thème qui m'est particulièrement cher, puisque comme l'a introduit Céline, c'est dans la continuation de mon travail doctoral. Et la question que je me suis posée dans le cadre de la contribution et puis ici de cette présentation est la manière dont les droits sociaux ont été pris en compte dans la relance économique de l'Union européenne. Ça a déjà été souligné à plusieurs reprises. La crise de la Covid-19 a évidemment un certain nombre de particularités par rapport à d'autres crises auxquelles l'Union a par le passé été confrontée, mais par bien d'autres aspects, elle ressemble à ces précédentes crises, en particulier au niveau de l'impact socio-économique et de l'impact sur les droits sociaux des citoyens européens. Que ce soit au niveau évidemment de l'impact sur la croissance, les nombreuses pertes d'emplois au sein de l'Union européenne, et puis ainsi que ça a été déjà souligné avec une attention plus particulière sur les personnes en situation de handicap, de manière générale, une aggravation des inégalités et des groupes vulnérables qui ont été davantage touchés que d'autres dans le cadre de cette pandémie. Donc, ça touche évidemment les femmes, les personnes à bas revenus, qui par exemple n'ont pas eu la possibilité de télétravailler et par voie de conséquence ont été par exemple mis au chômage technique, des personnes qui avant la crise vivaient déjà dans des conditions précaires, les jeunes également, que ce soit dans leur apprentissage, dans leur entrée sur le marché du travail, etc. Et il y a un certain nombre de groupes qui ont été particulièrement impactés par la crise. Et l'Union européenne n'est pas restée inactive. Si on fait une petite comparaison avec la crise des dettes souveraines, elle a agi bien plus rapidement que par le passé, notamment parce qu'un certain nombre d'instruments avaient été mis en place à l'époque, à partir de 2010, et qu'elle a pu compter sur ces instruments afin de répondre à la crise de la Covid-19 d'un point de vue économique et social. Alors, sur le slide que vous voyez projeté à l'écran, j'ai remis plusieurs de ces mesures. Il y en a énormément. Les premières sont introduites en mars 2020 et puis la dernière en date sur laquelle je vais me concentrer est entrée en vigueur en janvier 2021. On en a énormément parlé. C'est ce fameux plan de relance de l'Union européenne qu'on a baptisé Next Generation EU, et qui a été combiné avec le cadre financier pluriannuel que l'Union européenne devait de toute façon négocier pour la période 2021-2027. Et ensemble, ces deux instruments, le cadre financier pluriannuel et Next Generation EU, vont permettre en principe de mobiliser à peu près 1800 milliards d'euros pour venir en aide aux États membres et puis évidemment utilement aux citoyens européens. Dans le cadre de Next Generation EU, le principal instrument qui a été mis en place, et ça formera le cœur de ma présentation, est la fameuse facilité pour la reprise et la résilience qui a pour objet de fournir aux États membres soit des prêts et ou des subventions pour financer un certain nombre de réformes et d'investissements publics. Et lors des négociations de ce cadre financier pluriannuel et de ce plan de relance, la dimension sociale de l'Union européenne a été au centre des débats. Et donc l'idée, c'est que cette relance économique, elle devait également être sociale et qu'il était temps que les droits sociaux des citoyens européens soient mis sur un pied d'égalité avec les droits économiques.
On sait qu'au cours de l'intégration européenne, les droits sociaux se sont progressivement développés, mais en règle générale, plutôt comme une conséquence de l'intégration économique, comme une conséquence en premier lieu du marché intérieur, et donc n'ont pas toujours été appréhendés comme étant une composante à part entière, au même titre que ce marché intérieur, et puis un peu plus tard que l'union économique et monétaire. Cette perspective a eu évidemment des conséquences assez importantes, c'est que ces droits sociaux ont été appréhendés par ce prisme économique. Ce qui signifie qu'on a mis l'accent sur un certain nombre d'entre eux, en particulier ceux qui sont liés au travail, qui vont être porteurs de croissance et de compétitivité. Mais donc, à l'inverse, d'autres aspects ont complètement été négligés ou en tout cas minimisés, invisibilisés au cours de la construction européenne. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à la rhétorique des institutions européennes, par rapport à ce fameux plan de relance qui comprend les droits sociaux parmi ses objectifs, c'est est-ce qu'en définitive, quelque chose d'un peu moins mauvais sortirait de cette crise, qui serait une meilleure prise en compte des droits sociaux. En quelque sorte, on serait à un changement, une nouvelle ère qui est annoncée à grands cris par, en particulier, la Commission européenne. Et donc, pour répondre à cette question, ma présentation est divisée en deux parties. Une première partie va être consacrée à analyser la manière dont fonctionne la facilité pour la reprise et la résilience, pour voir si effectivement les droits sociaux sont inclus, à quel titre, de quelle manière. Et puis la deuxième partie de ma présentation va tout simplement confronter le discours des institutions au plan de relance des États membres. Alors évidemment, ce n'est pas possible de tous les analyser, donc je me suis concentrée sur trois d'entre eux, les plans belges, allemands et italiens. À ce stade-ci, évidemment, de la crise, on ne peut pas encore mesurer en quelque sorte l'efficacité des mesures, des réformes, des investissements qui ont été proposés par les États, mais on peut voir si on est face à un changement de paradigme, si effectivement les droits sociaux sont pris en compte de manière beaucoup plus large ou si on continue à se concentrer sur le leitmotiv traditionnel des institutions européennes qui consiste, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à se concentrer sur le marché, par exemple, du travail, sur la nécessité d'activer le capital humain, qui sont vraiment des expressions qu'on retrouve depuis très longtemps dans le langage européen. Tout d'abord, la facilité pour la reprise et la résilience. La dimension sociale de l'Union européenne, la nécessité de protéger les droits sociaux est très clairement incluse parmi les objectifs. Déjà, dans les premiers considérants du règlement qui met en place cette facilité, on va retrouver l'idée qu'il faut des réformes qui soient axées sur la solidarité, la justice sociale, une répartition équitable des richesses, dans le but évidemment d'amener une réforme de tous les systèmes de protection sociale, du marché du travail, etc., qui soit plus égalitaire, qui garantisse davantage l'équité, qui intègre les groupes vulnérables et aussi, ainsi que le nom du plan de relance l'indique, la prochaine génération européenne, les jeunes Européens qui ont été particulièrement impactés par la crise. Cette facilité, elle va reposer en réalité sur 6 piliers. Parmi ces piliers, on a un autre grand aspect du plan de relance, donc tout ce qui concerne la transition écologique et numérique. Et puis, on a des piliers qui, très clairement, vont mettre l'accent sur le social, que ce soit la cohésion économique, sociale et territoriale, les soins de santé, la résilience également sociale. Donc, on peut s'attendre dans les plans de réforme qui sont soumis par les États membres à un certain nombre de dimensions qui vont s'attacher aux nombreux défis sociaux auxquels ils sont aujourd'hui confrontés, et puis depuis plusieurs années, bien entendu. Alors, concrètement, comment va fonctionner cette fameuse facilité ? Elle est tout d'abord ancrée dans le semestre européen. C'est une petite particularité, on est face à un instrument qui relève de la politique de cohésion et pourtant on va l'ancrer dans un instrument qui, quant à lui, relève de l'union économique et monétaire. Le semestre, en quelques mots, puisqu'il commence à être relativement bien connu, est un instrument qui a été introduit au sein de l'Union européenne en 2010, donc en pleine crise des dettes souveraines, dans le but justement de résoudre en partie cette crise des dettes souveraines, en améliorant la coordination des politiques budgétaires, économiques et sociales des États membres. Le moment fort du semestre européen
et la publication en juillet de chaque année de recommandations qui sont spécifiquement adressées à chaque pays de l'Union européenne et où le Conseil va indiquer à ces États, ce sont des recommandations, donc elles sont non contraignantes, il leur indique les réformes, les investissements qu'il conviendrait de mettre en œuvre. Donc cette facilité, elle va être mise en œuvre et le suivi des plans de relance vont être assurés dans le cadre du semestre européen. Concrètement, ça signifie que chaque État a dû élaborer un plan pour la reprise et la résilience qui doit intégrer ces fameuses recommandations dans les réformes et les investissements qui vont être proposés. Le suivi de ces plans nationaux est ensuite assuré chaque année dans le cadre du semestre et dans cette procédure de suivi, à un moment donné ou à un autre, il se peut qu'un État n'atteigne pas ses objectifs ou ne les atteigne pas dans les temps. À ce moment-là, des sanctions peuvent aussi être imposées. Ces sanctions, sans surprise, elles vont être de nature financière, c'est-à-dire suspendre le financement au titre de la facilité, réduire ce financement, voire dans les cas les plus extrêmes, le supprimer purement et simplement. Deuxième élément important dans le fonctionnement de cette facilité, c'est qu'elle va être aussi couplée à un autre instrument qui relève en partie du semestre européen, qui est le nouveau plan d'action sur le socle européen des droits sociaux. Donc, à l'horizon de chaque décennie, l'Union européenne se dote d'une stratégie dans laquelle elle va fixer différents objectifs qui devront être atteints dans les 10 ans à venir. On a eu dans un premier temps la stratégie de Lisbonne, Europe 2020. Eh bien, aujourd'hui, on a une nouvelle stratégie qui a été structurée autour du socle européen des droits sociaux et qui va fixer 3 objectifs que l'Union devrait atteindre pour 2030. 2 de ces objectifs sont très clairement liés au marché du travail, puisqu'il s'agit de faire en sorte que 78% de la population active ait un emploi en 2030, que 60% de cette population active participe annuellement à des activités de formation. Et puis, on a un 3e objectif qu'on retrouve aussi très souvent dans les stratégies économiques et sociales de l'Union, qui est de s'attaquer aux personnes qui sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en vue de réduire leur nombre. Et donc ici, ça a été fixé à une réduction de 15 millions de personnes, évidemment à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Donc cette facilité, elle doit tenir compte du plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, ce qui signifie que tous les plans de relance qui ont été soumis par les États membres vont devoir intégrer ces objectifs. Et puis, plus largement, les États peuvent se permettre aussi d'intégrer les différents droits et principes qui ont été proclamés dans ce socle et qui vont bien au-delà des 3 objectifs listés ici, qui couvrent les soins de santé, l'accès à des services de base, l'éducation, etc. Alors, à ce stade-ci, on peut à la fois dire qu'il y a des choses encourageantes dans cette facilité et des choses qui nous font déjà un peu plus tiquer. Parmi les éléments plutôt positifs, c'est que très clairement, on a des objectifs sociaux qui ont été intégrés dans la facilité, qu'on a mis l'accent sur le socle européen des droits sociaux, qui ces dernières années est véritablement l'instrument phare de la Commission européenne pour redynamiser l'Europe sociale. Donc, on a bon espoir que ces droits sociaux soient intégralement, en tout cas d'une manière bien plus englobante que par le passé, pris en compte. Parmi maintenant les points un peu plus négatifs qui suscitent en tout cas des inquiétudes, c'est le fait que cette facilité, en définitive, elle est ancrée dans un instrument, le semestre, dont l'objectif principal n'est pas la protection des droits sociaux, dont l'objectif principal, c'est d'assurer le respect des obligations des États en matière budgétaire et économique, en particulier le pacte de stabilité et de croissance, donc assurer la soutenabilité des finances publiques des États. C'est donc un instrument qui est déjà à la base très orienté. Et on peut craindre que cette orientation ait évidemment des conséquences sur la manière dont les États vont mettre en place leur plan pour la reprise et la résilience. Et l'autre aspect qui suscite également des inquiétudes, c'est qu'on a certes ce socle des droits sociaux qui est un très bel instrument, proclamé, donc non contraignant, et qui est enfin traduit en un plan d'action, mais de nouveau, ce plan d'action est en tout cas au niveau de ses objectifs assez limité, puisqu'on se concentre essentiellement sur les personnes en situation de pauvreté et sur la question de l'emploi et de la formation. Et donc là aussi, on peut craindre que ce ne soit pas l'intégralité du socle qui soit pris en considération, mais de nouveau les aspects qui favorisent la croissance et la compétitivité.
Alors, concrètement, est-ce que ces craintes se révèlent justifiées ou pas? Eh bien, une première manière d'y répondre, et évidemment, il faudra suivre les développements dans les années qui viennent, c'est d'examiner comment la Belgique, l'Italie et l'Allemagne ont pris en compte les droits sociaux et la nécessité de s'attaquer aux conséquences sociales de la crise dans leur plan pour la reprise et la résilience. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je n'ai évidemment pas la possibilité de passer à travers l'intégralité de ces plans de relance qui sont assez impressionnants, en tout cas pour le plan italien, qui abordent énormément évidemment d'aspects. Donc, je me suis limitée à ceux qui ont un impact, en tout cas l'impact le plus important sur les droits sociaux des citoyens, pour voir quel type de réforme était mise en avant, si elle correspondait à ce que l'on fait traditionnellement au sein du semestre européen, ou si au contraire, il y avait une certaine évolution qui pouvait se dessiner. Ce qu'on voit directement et qui va être commun dans la dimension sociale aux 3 plans de relance, c'est un accent assez important mis sur le marché du travail et l'éducation. Donc, ce n'est pas du tout une surprise pour 2 raisons. Premièrement, la crise a fortement impacté les droits des travailleurs et l'emploi de manière générale au niveau de l'Union européenne. Donc, on peut s'attendre bien entendu à des mesures qui vont porter sur ces aspects-là. Et puis la deuxième raison, où ce n'est pas non plus surprenant, c'est que traditionnellement, ce sont des thèmes qui sont chers à l'Union européenne. Bien entendu, ils n'allaient pas tout simplement disparaître. Ça continue à former un des aspects extrêmement importants des plans de relance. Dans ces réformes, on va très souvent retrouver 2 types de mesures. Des mesures qui visent d'une part à intégrer sur les marchés du travail les personnes, les groupes défavorisés, les personnes en situation de handicap, les personnes migrantes, les femmes, on met très fort l'accent sur l'égalité hommes-femmes. Et donc, parmi les mesures qui vont être proposées, eh bien, c'est par lutter contre les discriminations dans le cadre de l'accès à un emploi. Ça peut être de développer les compétences de ces groupes vulnérables en mettant l'accent, là aussi, ce n'est pas surprenant, sur les compétences numériques. C'est un des aspects du plan de relance. Sur les compétences linguistiques également, par exemple pour la Belgique, puisqu'on est un pays trilingue. Et puis, on va retrouver d'autres réformes qui vont être destinées à mettre en place les infrastructures nécessaires pour permettre à ces groupes vulnérables d'intégrer le marché du travail. Donc, typiquement, on va retrouver la nécessité de mettre en place une meilleure offre et une offre plus moderne de structures d'accueil de la petite enfance, puisqu'on considère que ça va permettre notamment aux femmes d'avoir plus facilement un emploi, de l'occuper à temps plein, etc. Au niveau de l'éducation, là aussi, l'accent est mis sur la nécessité de faire en sorte que nos systèmes éducatifs puissent à terme former une main-d'œuvre dont les compétences correspondent à ce que l'on souhaite trouver dans le chef des entreprises sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment travailler sur l'adéquation des compétences, sur l'orientation des jeunes vers, par exemple, les métiers en pénurie, sur la lutte contre le décrochage scolaire, etc. Au niveau du plan belge, on retrouve un deuxième pan important à côté du marché du travail. Là aussi, on l'a vu la semaine passée dans l'actualité récente, c'est la question des soins de pension, des systèmes de pension. Et assurer la soutenabilité. Donc, à la fois, il s'agit évidemment de faire en sorte qu'à terme, tout à chacun puisse bénéficier d'une pension légale lorsqu'on arrivera à la retraite, mais surtout que ce système soit soutenable à long terme pour les générations futures. Dans les plans italiens et allemands, on va également retrouver une dimension assez importante au niveau des soins de santé. Pour l'Allemagne, ce sera essentiellement numérisé. Par exemple, les hôpitaux ou l'administration qui est en charge des soins de santé. Pour l'Italie, c'est essentiellement de s'attaquer aux disparités régionales, par exemple. Il y a énormément de différences entre le nord et le sud au niveau tant de l'accès aux soins de santé que de la qualité des soins de santé auxquels le citoyen italien va avoir accès. Et donc là, forcément, le plan de relance italien se concentre essentiellement sur la nécessité de lutter contre ces disparités et d'offrir des soins de santé qui soient de qualité. Ce plan italien se distingue des 2 autres, du belge et de l'allemand, par le fait qu'il est beaucoup plus global. Il aborde énormément de dimensions en matière sociale qui vont bien au-delà de la question de il faut mettre les gens au travail, il faut que notre éducation prépare au travail, il faut des soins de santé numérisés.
qui va vraiment avoir une approche centrée sur la nécessité de revaloriser les droits sociaux des citoyens italiens. Alors, il y a énormément de mesures. Une des mesures, par exemple, concerne les zones urbaines qui ont complètement été abandonnées ces dernières années, où vivent encore un certain nombre de communautés qui sont par conséquent ostracisées. Et donc, l'idée, c'est de revitaliser toutes ces zones urbaines, de recréer, par exemple, des espaces verts, des infrastructures sportives, bref, de recréer une vie dans ces quartiers et de venir en aide, notamment par ce biais-là, à ces communautés, à ces groupes vulnérables. Donc, ce que l'on peut dire dans l'examen de ce plan de relance, de ces 3 plans de relance à confirmer évidemment par la suite, c'est qu'on retrouve ce fameux accent sur le marché du travail et l'éducation. Donc, on n'est pas du tout dans une situation de rupture par rapport au passé. Au contraire, on retrouve vraiment toutes les réformes qui traditionnellement sont prônées dans le cadre du semestre européen, qui ont parfois été désignées sous le terme d'investissement social, en particulier par la Commission européenne, où il s'agit donc de rendre nos systèmes en matière sociale compatibles avec la croissance et la compétitivité. Donc, on va investir dans le capital humain, ce qui signifie le développer via l'éducation, la formation tout au long de la vie, ce qui signifie le rendre plus efficace par la mise en place d'infrastructures adaptées, par exemple, comme des crèches, et ce qui signifie également faire en sorte que tout le monde soit au travail et donc intégrer ces groupes défavorisés. Donc, c'est un angle bien particulier qui consiste à estimer qu'on va en particulier réduire l'impact des vulnérabilités ou en tout cas résoudre certains aspects uniquement, entre guillemets, en les intégrant sur le marché du travail, alors qu'évidemment, il y a bien d'autres aspects à prendre en considération lorsque l'on s'attaque à ce type de problématiques. Ce qui signifie qu'il y a un certain nombre de problématiques qui préexistent évidemment à la crise sanitaire, mais qui ont été accentuées ou en tout cas mises en lumière au cours de celle-ci, qui continuent à être invisibilisées. Alors, j'en ai sélectionné une, mais il y en a évidemment bien d'autres. C'est par exemple tout ce qui concerne le dialogue social et la question de la négociation collective. Là aussi, la Covid-19 a mis, alors ça dépend évidemment des étapes, mais un frein à certains processus de négociation collective, a entravé parfois l'implication des partenaires sociaux dans la mise en place des réformes. Et tout cela s'inscrit dans un contexte qui est préexistant et donc qui ne fait que s'aggraver. On aurait pu, par exemple, s'attendre à des mesures qui portent sur la lutte contre la désyndicalisation au sein des différents États, sur la nécessité d'associer les partenaires sociaux à la mise en place, par exemple, de programmes de chômage à temps partiel ou de chômage technique. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une dimension qui n'est pas prise en compte. La seule exception dans ces 3 plans de relance, c'est vraiment l'Italie. On va retrouver ces problématiques traditionnelles, mais on va bien au-delà. Et là, on a vraiment une vision un peu plus englobante, en tout cas moins réductrice des droits sociaux. Et un facteur d'explication serait que tout simplement, entre guillemets, l'Italie a été, par rapport à la Belgique et l'Allemagne, beaucoup plus impactée par la crise des dettes souveraines. Et donc, socialement, elle a un retard qui est beaucoup plus important à plein d'égards. Je vous ai par exemple cité les soins de santé avec des disparités régionales qui sont extrêmement importantes. Et donc, il y avait une vraie nécessité pour l'Italie de s'attaquer à ces différentes dimensions dans son plan pour la facilité et la résilience. Et c'est d'ailleurs dans les recommandations spécifiques qui sont adressées dans le cadre du semestre à l'Italie, un point qui revient de dire attention, il y a beaucoup d'inégalités, vous devez vous y attaquer, vous devez mettre en œuvre un certain nombre de mesures, mais tout ça doit être soutenable évidemment du point de vue de vos finances publiques, puisque là aussi il y a des problèmes de finances publiques importants. Donc, cette petite exception peut s'expliquer par cet aspect-là. Ce qui, et ce sera ma phrase de conclusion, me fait dire qu'on n'est pas du tout face à une nouvelle ère, qu'il y a peut-être en tout cas un mouvement, une prise de conscience qui s'initie au niveau des institutions européennes, mais qui ne s'est pas encore traduit de manière concrète, à tout le moins au niveau de la relance économique européenne. Et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Louise pour cette analyse très intéressante des différents plans de relance et qui ancre aussi la problématique des droits sociaux dans son contexte institutionnel et européen. C'est très précieux. And now we will hear Cristiano Dorsi. So Cristiano is
Christian is a senior research fellow and lecturer at the South African Research Chair in International Law at the University of Johannesburg. And he's with us. Yes, he's with us. Yes. So his research and teaching interests mainly focus on the legal protection of asylum seekers, refugees, migrants in Africa, and more broadly to the development of public international law in Africa. For this conference, he worked on the threats posed by the COVID-19 crisis to the protection of rights of the LGBTQI communities in Africa. Cristiano, we are very much looking forward to hearing the results of your research, and I give you the floor. Okay. I'm going to speak in English, but je voudrais vous remercier pour l'invitation. J'aurais bien aimé faire la présentation en français parce que j'aime bien le français, mais bon, pour des raisons que je suis plus habitué à travailler en anglais maintenant, je veux aussi présenter en anglais. Mais si jamais je pourrais répondre aux questions même en français à la limite, étant donné que bon, j'ai passé pas mal de temps dans des pays francophones. Yes, so thank you again. I'm going to speak of the COVID-19, as you said, and how it impacted on the rights of the LGBTI communities in Africa. Well, the acronym, I mean, you know, some scholars use LGBT, some LGBTI, some organization, they use LGBTIQ, I mean, but I try to simplify, I'm using just the acronym of LGBTI in this conference. In fact, first of all, can you hear me now? Because I changed the network. This one should be stronger. Yes, no, it's okay. It's okay. You can go on. Okay. Well, don't tell me that you missed my introduction in French. I hope you. No. Okay, We got your cool. introduction in French. No, it's okay. I'm kidding. No, I was saying. Okay, I'm starting. I was just starting. I was saying that I'm using the definition of LGBTI. Though not all the organization scholar, you know, there are different definitions: LGBT, LGBTIQ, LGBTIQ+. But okay, for this presentation, I'm using the acronym LGBTI that are particularly vulnerable in this time of pandemics. While LGBTI terms have increasing global resonance, in Africa, other terms may be used to describe people who are attracted to persons of the same sex and to those who have non-binary gender identities. These terms are various. I just mentioned several. For instance, they are called Skesana in South Africa, Motsoale in Lesotho, Kuchu, the Swahili, is increasingly used by the Ugandan LGBTI community that we'll also see afterwards, because above all in Uganda, this is a big problem to be a member of the LGBTI communities in these days. So it's particularly important to use and respect the terms that people use to refer to themselves. It's clear that this pandemic has deepened and exposed the human rights violation to which this population were already subjected. However, the impact of the pandemic on LGBTI communities has been glaringly absent from most media coverage. African queer peoples already experience a unique set of violence and oppression, often in silence, and with virtual no societal and governmental sympathy. Unsurprisingly, COVID-19 pandemic has exacerbated the human rights plight of queer peoples in various African countries to dangerous new level of isolation, stigma, abuse, and violence. Can you still, you can hear me, right? Yeah, perfect. Okay, sure. No, because I see myself double, that's why. Prior to the COVID-19 pandemic, the LGBT community in Africa already faced incredibly high levels of violence. 28 sub-Saharan countries still criminalize consensual same-sex conduct, and enduring relic of colonialism. And such laws are used as a justification to assault, ostracize, demonize, and discriminate against LGBTI people. In fact, I would like to highlight, as I just briefly mentioned, that many of the existing laws now discriminating homosexual, I mean LGBTI communities,
are mutated from the colonialism, from the colonial era. So it's, let's say that in a sense, while Europe has evolved, in another sense, they influenced Africa in the 19th and early 20th centuries, but Africa didn't evolve as much as Europe on this issue, in fact. And of course, during this time of crisis, LGBTI community is an easy scapegoat to justify bad fortune. Since the start of the pandemic, queer communities in various countries, including Nigeria, Liberia, Uganda, and Senegal, have been blamed for bringing COVID-19 to the nation as God revenge for their homosexuality. In a joint statement, UNAIDS, Impact Global Action for Gay Men's Health and Rights, that is an important NGO, expressed, I'm quoting, extreme concern about queer people being blamed and abused, and urged governments to protect the human rights of LGBTI people. Law enforcement across many African countries provides no avenue for protection for LGBTI persons, as the police are often notorious for facilitating state-based harassment of queer people under the guise of enforcing criminal laws sanctioning same-sex relations. That is the most used justification police use to abuse queer people in Africa, the fact that they are just applying the law. I mean, often there are articles in various criminal law that I also mentioned some of them in my draft, but I will expand in the final paper. New emergency powers, which many states have adopted and enforced to respond to the COVID-19 pandemic, have only intensified state abuse of queer Africans. Uganda, for example, graphically illustrated this eagerness to abuse LGBT community early in the pandemic. On 29 March 2020, shortly after lockdown began, the Ugandan police used pandemic as a cover to gratuitously target LGBTI people by raiding the children of the Sun Foundation, an LGBTI homeless shelter near Kampala. The police, army, and even municipal mayor collectively berated the young men and women for their perceived sexual orientation and gender identity. Video footage shows the mayor beating the shelter residents with a cane while lambasting them for being homosexual. The police proceeded to arrest and detain 20 homeless residents of the shelter for supposedly committing, I'm quoting, a negligent act likely to spread disease or infection due to living in the shelter. While tied together, the group was publicly marched to the police station and then denied their right to legal representation when officials refused their lawyers' physical or telephonic access to their clients, again under the pretext of COVID-19 public health measures. UN rights experts fear, in fact, that Uganda is using COVID-19 emergency powers to target LGBTI people. In this declaration that was made by the UN expert in Geneva on April 2020, they were alarmed that Uganda could be using COVID-19 emergency laws to target gay, lesbian, bisexual, and transgender people, and urged the government to strictly limit the use of emergency power to public health issues. The UN human rights expert said, I'm quoting, "We are deeply concerned about the raid on an LGBTI shelter in Kengera on 29 March and the arrest and detention of 19 perceived to be LGBTI persons. The group of experts said that they have been told local authorities raided the shelter based on the perceived sexual orientation or gender identity of the residents, who were then charged for allegedly disobeying coronavirus regulation on physical distancing. It is feared that authorities are not using COVID-19 measures solely for the protection of public health, in fact. They continued, the experts, saying that emergency powers to combat crises such as COVID-19
derive their strength and legitimacy from strict adherence to their object and purpose. Any emergency response linked to COVID-19 must be proportionate, necessary, and non-discriminatory. When authorities use emergency powers for different purposes, they are acting arbitrarily. In this case, we are concerned about a possible violation of the prohibition of arbitrary detention. Using COVID-19 emergency powers for other purposes, such as targeting particular group under the guise of protecting health, jeopardize the whole response system. Abuses must be prevented, investigated, and punished to safeguard the common good. The expert also highlighted concern that the detainees, in this case, allegedly have no access, as I said, to their lawyer, to the COVID-19 measure, and are being exposed to a greater risk of violence and discrimination because of their actual or perceived sexual orientation or gender identity. For more than 40 days, the queer detainees in Uganda were denied bail and access to the lawyers. There were complaints that while in detention, they were subjected to torture. The prosecutor finally dropped the charges towards this homeless person, and the magistrate court ordered the release of the group on 18 May 2020. The acts of the Ugandan state violated numerous human rights protection guaranteed under the ICCPR and the Charter, the African Charter of Human and People Rights. As well, also, they violate the Ugandan constitution as well. To be free from discrimination, arbitrary arrest and detention, and cruel, inhuman, and degrading treatment. This was such a blatant targeting of Uganda LGBTI population that the UN Working Group on Arbitrary Detention issued the statement expressing the concern that we saw before. While in certain circumstances, international human rights law allows to some rights to be limited, like many other purported COVID-19 response measures implemented in relation to LGBTI persons, Uganda's raid of the shelter did not meet the standard of serving the legitimate aim of protecting public health, and the ensuing deprivation of liberty was disproportionate and seemingly not in pursuit of any specific public health interest. Human rights lawyers from a Uganda LGBT advocacy organization, it's called Human Rights Awareness and Promotion Forum, represented the queer young homeless individuals in litigation to vindicate their infringed rights. Finally, in June 2020, the High Court of Uganda affirmed that the state violated the arrested group's constitutional right to liberty and the right to a fair trade by denying access to their legal representative, for which each detained was awarded monetary damages. The Human Rights Awareness and Promotion Forum, the NGO I just mentioned, and the concerned LGBTI people continue to pursue accountability in domestic fora for the human rights abuses they endured during lockdown. In July 2020, they filed a suit in the Ugandan High Court seeking redress against the action of torture, inhuman and degrading treatment, discrimination and violation of privacy perpetrated by the mayor and prison officials. But in the judgment of 15 June 2020, the court, the Ugandan court, observed also that the right to a fair hearing could not be waived even during the COVID-19 crisis, since the right is, I'm quoting, inalienable, whatever the circumstances. The court further observed the Chief Justice issued guidelines for certificates of urgency, as well as taking pleas and bail application during the COVID-19 lockdown, something that showed that lawyers had to have access to their clients if these matters were to be heard. The prison's authorities could therefore not deny lawyers access to their detained clients using the excuse of COVID-19. The court referred to the interim guidance issued by the Office of High Commissioner for Human Rights and the World Health Organization in March 2020, which emphasized the measure taken to prevent COVID-19 outbreaks in detention centers must respect human rights.
and that the ability to meet with legal counsel must be maintained. On the right to liberty, the Ugandan court observed that although the right could be limited, there were many options available to prisons authorities to allow lawyers to access their clients without putting people at risk of contracting COVID-19. Therefore, denying accused persons access to their lawyers for 40 days was by the court considered as unreasonable and unjustifiable. Queer African communities are not only at increased risk of state abuse during the pandemic, but also of a surge of private acts of violence during stay-at-home orders. With the onset of lockdowns, African LGBTI persons abruptly lost access to the safe havens they created for themselves at community centers, nightclubs, cafes, NGOs, and universities. As this space closed physical operation, university students had to vacate campus to return home. However, home is rarely a refuge for queer individuals in Africa, as family and or community rejection and abuse are commonplace. The director of the Gays and Lesbian Association of Zimbabwe, for example, lamented that mental health challenges have increased and the queer community has been left more vulnerable since the closure of drop-in center, which provided psychological and recreational services. With the abrupt disappearance of social networks, a queer Kenyan woman, as another example, reported, I'm quoting her, "It feels like we are all just struggling to stay alive." Increasing mental health breakdowns and suicide attempts with little to no recourse to support have been a global trend for LGBTI persons during lockdowns. Isolation in close quarters with often unaccepting family members has exacerbated queer people anxiety, triggering painful memories and depression, hopelessness, and suicidal ideation. For example, the advocacy officer of Outright Namibia, there is another NGO protecting the LGBT rights in that country, in Namibia, reported that the organization health and wellness officer has been inundated with calls in the past months, especially from people feeling suicidal. While the pandemic-induced increase in violence against women has received international attention, the domestic and community abuse that queer people experience is largely invisible in the media, in the African media. Abused LGBTI persons in Africa are commonly denied protection or recourse due to the hostile attitude of law enforcement. Historically, state could not be held responsible for the act of non-state actors under international human rights law, and thus domestic and community abuse of queer people was beyond the realm of state concern. Yet, during the last year, developments in international human rights law have established that states have a positive human rights duty to act with due diligence to allow all people to live free of violence. The African Commission on Human and People Rights has affirmed in a communication of 2002, a communication concerning Zimbabwean Human Rights NGO Forum, that due diligence principle by which a state might be held responsible for the violence committed by private person due to its lack of due diligence to prevent the human rights violation, or for not taking the necessary step to provide the victims with reparations. Prior to the COVID-19 pandemic, African states were already notoriously violating the due diligence principle in relation to the violence meted out against queer people. The pandemic has unfortunately exacerbated this private abuse. In South Africa, there was this example of this queer person, Thembi. There was a homeless trans women sex worker in Cape Town that was rounded up with hundreds of other homeless individuals and forced to stay in a temporary government shelter during lockdown. There, she faced daily transphobic verbal abuse from fellow residents, and eventually the verbal abuse escalated into a brutal physical attack on her, while the security staff simply looked on. Kenyan LGBTI activists have similarly spoken out
about a substantial increase in attacks on queer Kenyans since the start of the lockdown, with the Gay and Lesbian Coalition of Kenya receiving reports of at least 10 attacks per month. Prior to the COVID-19 pandemic, from Zimbabwe to Kenya, LGBTI advocates are documenting and raising awareness about the increased human rights abuses occurring during the pandemic. But the onus to protect these marginalized people does not and should not fall solely on the shoulders of human rights activists. Yeah, Yes? Excuse me. Yeah, just to say that you have 1 minute left. Okay, not a problem. Okay. I have just give me 2 minutes. I'll be done. Okay. Please. But the onus to protect this marginalized population does not and should not fall solely on the shoulders of human rights activists. By intervening to hold the state accountable for such violation, the Ugandan High Court unequivocally upheld the universality of human rights protection, regardless of sexual orientation and gender identity. However, not all victims of state and private abuse have access to litigation or judicial redress. Regional human rights mechanisms, particularly the African Commission on Human and People Rights, should use this opportunity to call for the explicit protection of African queer communities, further elaborate on the legal obligation of its member states, and finally adjudicate a sexual orientation, gender identity case in order to set a strong precedent for the continent and beyond. Finally, I would like to cite a resolution of the African Commission, the resolution number 275, from 2014. This resolution was entitled Resolution on Protection Against Violence and Other Human Rights Violation Against Persons on the basis of their real or imputed sexual orientation or gender identity, and was adopted in line with the Commission mandate to interpret the rights in the African Charter. Resolution 2075 expressed, and is dated back to 2014, so way before the pandemic, expressed grave concern about increasing violence and other human rights violations, including murder, rape, assault, in respect of person based on their real or perceived sexual orientation or gender identity. Moreover, and I'm concluding, he stressed that warring nature of such violence, whether committed by states or non-state actors. The resolution calls upon states to take action for stopping such violence, to ensure that human rights defenders working on the human rights of sexual minorities are free from reprisals, and take appropriate measures to ensure adequate remedies that are ensured to victims of such a violence. Sorry if I was a bit longer, but thank you very much. Thank you. Thank you. So as you highlight, COVID-19 crisis is for some part of the population revealing ordinary crisis. And I'm now turning to Olivia Nederland, who will speak about the ordinary crisis of the detainees. So Olivia is a professor at the Université Libre de Bruxelles and visiting professor at the Université Saint-Louis Bruxelles. She's specialized in criminal and prison law. She's currently, and she will be presenting, I try to speed up. She will be presenting a paper, research that has been conducted by a collective, by a group, with Isabelle Haché, Mathilde Hart, Laurie Losso, and Louis Triaille. So that research was focusing on the impacts of COVID-19 crisis on fundamental rights of vulnerable groups. And Olivia will focus on the rights of detainees. Olivia, je te passe la parole. Nous t'écoutons avec attention. Merci. Merci pour l'invitation. Et je vois que le PowerPoint s'affiche. Est-ce que vous voyez en entier? Parce que chez moi, c'est coupé. Un petit peu trop en entier. Attends. Bon, je commence déjà. Ouais, vas-y, on va régler. Mais donc, les textes de différents organes ont
se sont multipliés pour souligner l'attention qu'il fallait consacrer aux différents publics vulnérables. On en a déjà parlé ce matin, on en a encore parlé, enfin Céline l'a encore souligné dans son introduction à ce panel. Publics vulnérables qui sont visés, c'est effectivement des personnes migrantes en centre de détention, les personnes détenues, les personnes âgées, etc. Et avec plusieurs chercheurs à l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui travaillent sur ces différents publics vulnérables, chacun dans une spécificité, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de se mettre autour de la table et voir en fait en comparant le traitement réservé à ces différentes personnes vulnérables, qu'est-ce qui pouvait ressortir. Et donc, oui. Bon, j'arrive pas à bouger le PowerPoint. Voilà. Et donc, vous voyez, par exemple, dans ces différentes déclarations, ce qui est intéressant, c'est non seulement on souligne quels sont ces différents groupes vulnérables, et à chaque fois, on souligne aussi donc l'indivisibilité des droits humains, donc les droits civils et politiques et ECOSOS, en disant que c'est sûr qu'en voulant protéger le droit à la santé, on peut porter atteinte aux autres droits fondamentaux et que les publics vulnérables vont d'autant plus en souffrir. Et donc, il faut vraiment veiller à prendre des mesures raisonnables et proportionnées. C'est ce qu'on voit aussi dans une autre observation du Comité européen des droits sociaux à nouveau, qui souligne de nouveau quelles sont ces catégories de personnes vulnérables, l'interconnexion des différents droits humains. Et de façon intéressante, dans ce texte-là, j'y reviendrai, on souligne que pour ces publics vulnérables, les familles et les proches de ces personnes, en cas de carence institutionnelle, auront un écrasant fardeau à porter pour justement prendre en main ces publics vulnérables. Autre texte qui a conduit à ce qu'on trouve l'intérêt de se fédérer entre chercheurs sur ces différentes scènes de vulnérabilité, c'est une déclaration du CPT, le Comité européen pour la prévention de la torture, qui a donc souligné l'intérêt de bien veiller à ce que ces publics vulnérables, donc de nouveau les personnes en établissement pénitentiaire, en centre de détention pour migrants, dans les hôpitaux psychiatriques, les maisons de repos, etc., ne fassent pas l'objet de mauvais traitements. Donc, en se basant sur ces différents textes, nous nous sommes mis plusieurs chercheurs autour de la table, donc une personne travaillant sur les personnes âgées, deux sur les personnes en situation de handicap, moi-même au sujet des personnes incarcérées, enfin une dernière personne au sujet, enfin deux autres personnes au sujet des personnes migrantes ou sans papier. Et on a un peu regardé quelles avaient été les règles adoptées en institution, hors institution, pour ceux qui auront été libérés ou qui seront sortis des institutions pendant la pandémie, et puis quels étaient leurs accès à l'hôpital. Donc aujourd'hui, je vais seulement vous dessiner quelques grandes lignes de notre travail comparatif, et puis je vais vraiment développer pour ma scène, la scène carcérale, et puis je terminerai par quelques enseignements qu'on peut tirer de cette étude, et je vous aurai mis des références aux articles qui vont plus loin dans la comparaison de ces différentes scènes pour ceux qui veulent aller plus loin pour connaître l'analyse qu'on a faite. Donc, je diffuserai bien sûr les slides après. Donc, grande ligne par rapport à notre travail de comparaison, c'est qu'effectivement, dans tous les textes, on a recommandé de réduire la population dans les institutions, puisqu'on sait que vivre dans la promiscuité, souvent dans des établissements en ce qui concerne les prisons surpeuplées, ça ne favorise pas la lutte contre la pandémie. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que certes, cette sortie de l'institution était encouragée, mais par contre, on venait de le souligner, conditionnée par la possibilité pour les personnes d'avoir des proches prêts à les prendre en charge, des ressources. Et ce qu'on a constaté, c'est pour toutes les scènes qu'il y a effectivement un fardeau qui a pesé sur les proches parce qu'il n'y a eu que très peu d'aide, voire pas du tout d'aide apportée aux proches pour cette prise en charge de ces différentes personnes vulnérables, avec la particularité des personnes migrantes sans papier qui, elles, n'ont pas de proches pouvant les accueillir et qu'elles étaient enfermées dehors. Autre constat commun, l'institution en elle-même s'est cloisonnée, donc plus de possibilités de sortie pour les résidents, sortie pour préparer à la réinsertion pour les détenus, sortie pour participer par exemple à la vie culturelle ou prendre l'air pour les personnes âgées. Donc suspension des sorties et aussi suspension des entrées, donc les proches ne peuvent plus venir à la visite. Donc, à nouveau, les proches sont face à une situation où soit ils avaient un poids énorme en devant supporter donc, la prise en charge des personnes qui étaient en institution, ou au contraire, elles étaient complètement privées de contact, où les contacts étaient vraiment très compliqués pendant cette période.
En ce qui concerne les personnes qui sont restées dans les institutions, constat identique qui a été posé à nouveau, c'est que les mesures à l'intérieur, les conditions de vie à l'intérieur de ces institutions étaient vraiment très difficiles. Des mesures radicales ont été prises pour protéger la santé des résidents et la santé des personnes à l'extérieur, puisqu'on sait que si un foyer se développe dans ces institutions, après, ça se répand. Donc, isolement en chambre ou en cellule, suspension des activités, etc. En ce qui concerne la visibilité, l'accès à la vaccination, donc la place dans les politiques publiques de ces personnes, là, on voit vraiment une différence entre les personnes âgées, une grande visibilité de cette catégorie-là, public prioritaire dans la vaccination, et les autres, donc qui n'ont pas été des publics prioritaires, malgré le fait que ça avait été recommandé, puisqu'on sait que donc, les centres où vivent des personnes dans la promiscuité sont des lieux où le virus peut se répandre plus facilement, mais malgré tout, pas de priorité dans la vaccination. Et en ce qui concerne l'accès à l'hôpital, là, de nouveau, pour la majorité des scènes, on a constaté que c'était des personnes pourtant vulnérables et qui pourtant ont vu un accès très compliqué à l'hôpital. Donc, politique d'admission restrictive pour les personnes âgées. Pour les personnes incarcérées, on essaye avant tout de les soigner en prison. On a créé des espèces de centres Covid dans certaines prisons pour surtout empêcher de les emmener à l'hôpital. Et pour les personnes migrantes, on n'a pas créé de pare-feu. Donc, aller à l'hôpital signifie potentiellement être contrôlé. Donc, c'est un risque à prendre. Et enfin, pour les juristes que nous sommes, c'était évidemment intéressant de se pencher sur la question des sources du droit. Et là, à nouveau, un constat interpellant qu'on a fait sur toutes les scènes, c'est la grande difficulté d'accès aux sources. Donc, les mesures qui ont été prises via des circulaires, des notes administratives, voire des foires aux questions, des mails envoyés au directeur des établissements. Donc, on a vraiment ici un principe de l'égalité, j'y reviendrai, qui a été fort mis à mal. Et dans l'application de la norme, on a vu qu'il y avait des formulations souvent floues, générales, qui du coup ont laissé un grand pouvoir discrétionnaire aux directions d'établissement. Et donc, ça, j'y reviendrai, a pu mener à des applications tout à fait distinctes d'un établissement à l'autre, vu le pouvoir laissé aux directions d'établissement. Focus sur la scène carcérale à présent. Donc, en 2 mots, pour présenter le parc carcéral belge, on a 32 prisons en Belgique. On a une population générale d'environ 10 500 détenus, plus ou moins 300 par établissement, sauf dans 3 grands établissements. Et on peut parler véritablement, avant même la crise sanitaire, d'une crise ordinaire des prisons, c'est-à-dire que les conditions de détention sont alarmantes en Belgique. On a été à maintes fois condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. On a fait l'objet d'une déclaration publique par le CPT. Conditions de détention qui sont vraiment difficiles, notamment en raison du problème de la surpopulation carcérale, mais pas seulement. Et donc, terrain propice à la propagation du virus, distanciation sociale impossible, hygiène qui laisse à déplorer dans la majorité des établissements, et la santé des personnes détenues qui est déjà mise à mal, puisque les personnes détenues sont globalement plus en mauvaise santé que la population générale. Et par ailleurs, la prison elle-même nuit à la santé physique et mentale, puisque l'hygiène n'y est pas terrible, l'accès aux soins de santé est compliqué, la nourriture n'est pas équilibrée, etc., etc. Et puis, d'un point de vue psychologique, l'isolement et le peu d'activité physique et le peu d'activité tout court en prison ont un impact non négligeable sur la santé mentale. Et au niveau des droits, on a un droit, les droits des personnes détenues sont globalement ineffectifs, puisque c'est très difficile pour les personnes détenues d'avoir accès à l'information. Ils ne connaissent pas leurs droits, donc difficile de les revendiquer quand on ne les connaît pas. Le droit pénitentiaire est extrêmement complexe. Il y a on a un État fédéral qui fait qu'il y a aussi des normes fédérales et fédérées qui s'appliquent. Et quand bien même ils connaissent leurs droits, ce qu'on entend le plus souvent quand on va en prison, c'est « moi, je ne veux pas de problème, je ne veux surtout pas me fâcher avec ma direction, donc je vais simplement prendre sur moi ». Donc, dans ce contexte-là, quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau des prisons ? Alors, au niveau des mesures qui ont été prises, il faut quand même savoir, j'entendais ce matin qu'on se demandait à quel point les textes du Conseil de l'Europe étaient pris en considération.
la déclaration du CPT a eu un impact sur le terrain assez important et c'est par ailleurs elle qui est citée dans les travaux préparatoires du texte qui concerne toutes les mesures qui ont été prises en matière pénitentiaire. Donc le CPT est quand même un organe bien connu des gens du terrain, en tout cas au niveau carcéral. Donc pour éviter la propagation du virus en prison, 3 grands groupes de mesures: réduire la population carcérale, cloisonner les prisons et des mesures au sein de l'établissement. Mesures au sein de l'établissement, mais voilà, c'est comme pour les autres scènes, hein, donc les ports du masque, le matériel sanitaire, etc. Mettre les personnes en bulle, faire des groupes de détenus qui ne peuvent pas se mélanger. Du coup, les horaires de visite varient selon les groupes, ce qui n'était pas facile pour les contacts avec les proches non plus. Pareil pour les activités. Donc, seulement certains groupes de détenus peuvent faire des activités quand elles ont repris, bien sûr, après le confinement, ce qui a évidemment compliqué l'organisation de toutes les activités de formation ou le travail pénitentiaire. Hein, quand on parlera des COSOS, on y reviendra. Isolement préventif dès qu'il y avait des signes ou isolement médical quand il y avait un test qui avait le cas Covid en cellule. Donc voilà, toutes des mesures très compliquées qui ont fait que les conditions de détention étaient assez drastiques en prison. Deuxième groupe de mesures, cloisonner les prisons. Vraiment, on limite les entrées et les sorties pour éviter que le virus entre ou ne sorte. Donc, suppression des visites avec les proches. Et puis, quand elles ont repris en mai, c'était vraiment des conditions drastiques. Donc, une personne à la fois, derrière des plexiglas, aucun contact physique, etc. etc. Il me reste 3 minutes. Ah, OK. Oui. Et puis, suspension des sorties de prison. Et puis, dans les autres mesures, pour vider les prisons, on a eu des libérations anticipées et temporaires de prison. Alors, la protection de la santé qui a justifié cette mesure a révélé un potentiel. Diminution importante de la population carcérale. En Belgique, on a diminué la population de 10% en seulement 1 mois, ce qui est tout à fait historique. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible. Capacité d'innovation, parce qu'on a pu, par exemple, faire entrer les ordinateurs en prison et Internet, les visioconférences pour maintenir les contacts avec les proches. Des nouvelles formes de libération ont été imaginées. L'administration pénitentiaire, qui ne le faisait jamais, a récolté des informations sur la population carcérale, les a diffusées même à des chercheurs. Et on a aussi une mobilisation du secteur associatif et un contentieux qui s'est développé. Les avocats se sont mobilisés. Alors, c'est la preuve qu'ils peuvent le faire et qu'on devrait d'ailleurs le faire en temps normal, puisque je vous l'ai dit, en temps normal, les droits humains ne sont déjà pas respectés. Du coup, ils l'ont fait en temps de crise et ça pourrait se pérenniser en temps, entre guillemets, normal. Par contre, les mesures étaient largement insuffisantes pour protéger le droit à la santé. D'ailleurs, le virus est entré en prison lors de la seconde vague. Il n'y a pas eu de dépistage systématique, je vous l'ai dit, pas de priorité dans la vaccination. Et les personnes qu'on a libérées, les critères restaient liés à la hauteur de la peine, à la nature des faits et pas au fait d'être à risque par rapport au Covid. Et donc, des personnes, par exemple, âgées sont restées enfermées et ont pu contracter le Covid. Par ailleurs, ces mesures non seulement sont insuffisantes pour protéger la santé, mais elles sont même contraires à cet objectif sur le long terme, puisque les conditions de détention dans lesquelles on a plongé les détenus porteront atteinte à leur santé sur le long terme. Et tout ce qui a été mis en place à l'intérieur de la prison va nuire à leur possibilité de réinsertion et donc à leur sortie de prison. Si l'enfermement est plus long et que l'enfermement nuit à la santé, on comprend que ça va continuer à nuire à la santé. Alors, je ne vais pas développer, mais vous trouverez le développement ailleurs. Évidemment, toutes ces mesures ont été prises en vue de la protection de la santé, mais ont eu, comme annoncé dans les différentes déclarations, des atteintes aux droits civils, politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, je les cite ici, mais je ne vais pas les développer. Ont été analysées la légalité et la proportionnalité de ces atteintes sur les différentes scènes. Je vous l'ai dit, la question de la légalité pour les personnes détenues, c'est clair que... mais je me disais bien, oui, parce que je m'étais chronométrée. OK. Donc, au niveau de la légalité des mesures, ici, on peut parler quasiment d'absence de légalité. Je vous ai fait un schéma que j'ai fait en fait pour les travailleurs du terrain, pour qu'on arrive à s'en sortir tous ensemble sur qu'est-ce qui s'applique, quand et comment. Donc, vous voyez que pour tout ce qui concerne certaines libérations anticipées et libérations temporaires, on a des textes en rouge, donc des vrais arrêtés royaux et des lois qui ont été pris. Et en vert et jaune, on a des textes administratifs pas très clairs. Et donc, les textes en rouge, vous voyez, se sont appliqués.
et ont eu un effet rétroactif, donc on est plus ou moins dans la légalité pour cette partie-là. Par contre, tout ce qui concerne l'intérieur de la prison, c'est-à-dire finalement toutes les mesures qui ont le plus porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, donc isolement, suspension des visites, etc., toutes ces mesures-là ne sont réglées que par instruction interne non publiée, diffusée par mail au directeur de prison. Voilà. Donc, l'égalité, vous voyez qu'on... ça pose question. Proportionnalité maintenant, l'examen est bien sûr très compliqué, donc on a choisi quelques variables ensemble pour toutes les scènes: analyse temporelle, traitement égalitaire, participation, compensation. Alors, analyse temporelle, première vague, rapidité de la réaction. On a effectivement pris des mesures drastiques, certes, mais dans un contexte d'urgence où on ne connaissait pas très bien le virus, et on a en tout cas réagi de façon assez prompte. Donc, le 9 avril 2020, des mesures de libération étaient déjà en cours, et à la fin du mois, on avait vidé les prisons de 10% de leur population. Seconde vague, réaction très tardive. Alors, est-ce dû au changement de ministre de la Justice juste à cette époque-là? On ne sait pas, c'est une hypothèse qui est avancée, mais en tout cas, il a fallu 2 mois pour prendre une loi qui renouvelait, donc qui faisait renaître de leur cendre les mesures de libération qui avaient été prises lors de la première vague. Et par ailleurs, ce qu'on constate, c'est que ces mesures n'ont pas été très effectives, c'est-à-dire que la population pénitentiaire, lors de la seconde vague, n'a pas baissé, or qu'elle était plus grave. Donc, on comprend qu'en fait, lors de la première vague, d'autres facteurs étaient liés à ces libérations, comme le choc pour tous les magistrats, le fait que l'activité judiciaire s'est aussi ralentie avec le confinement, etc. Mais donc, pas de baisse de la population carcérale et par ailleurs, durcissement des mesures, c'est-à-dire que les libérations anticipées et temporaires, pour y avoir accès, il y avait des conditions. Eh bien, ces conditions ont été plus drastiques lors de la seconde vague, alors que lors de la première vague, tous les détenus qui sont sortis en libération, il y a eu très peu de personnes qui ont commis des nouveaux faits. Donc, rien ne justifiait d'avoir des conditions plus dures d'accès, si ce n'est qu'on voulait montrer qu'on menait une politique quand même dure, répressive, toujours le tough on crime, ce discours sécuritaire qu'on a sur une scène qui est assez toujours difficile à vendre d'un point de vue politique. Traitement égalitaire, je vous l'ai dit, grand pouvoir pour les directeurs d'établissement. Donc, on a des conditions de détention qui ont été fondamentalement différentes en fonction des profils des personnes détenues, en fonction des prisons. Parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, mais en 2 mots, c'est vraiment pas la même chose d'être détenu dans une vieille prison, dans un état de délabrement pas possible, avec le fait qu'il faut pouvoir sortir de sa cellule pour téléphoner ou prendre une douche, ou être confiné dans une prison où on a la douche et le téléphone en cellule. Bien sûr, il n'y a que 4 prisons en Belgique qui sont de la seconde catégorie. Donc, vous comprenez que la majorité des personnes étaient quand même dans des conditions de détention très compliquées. Participation maintenant. Alors, il y a des organes de concertation des détenus. Alors, déjà, en temps normal, ils sont inexistants ou pas réunis, mais donc, ils n'ont certainement pas été consultés pendant la crise. Et il y a eu, au niveau associatif, je vous l'ai dit, une forte mobilisation. Et ce qui est très intéressant et assez novateur, c'est que cette mobilisation du secteur associatif s'est faite pendant la pandémie en associant vraiment les proches des personnes détenues. Donc, il y a vraiment eu une volonté de ne pas parler au nom d'eux, mais avec les proches, avec les personnes détenues, plusieurs cartes blanches, mais tout ça n'a pas mené à une concertation entre l'administration pénitentiaire ou le ministre de la Justice et ce secteur associatif ou les proches des personnes détenues. Compensation, il y en a eu, mais très limitée. Donc, à mon sens, ça ne va pas faire pencher la balance en faveur des mesures qui ont été prises. Il y a eu quelques contacts qui ont été permis via les visioconférences, quelques crédits d'appel qui ont été donnés, mais c'est tout, alors que de nombreuses autres compensations étaient possibles, comme donner le téléphone gratuit, autoriser les GSM, réduire les prix de la cantine, parce qu'il faut savoir qu'en prison, tout s'achète, et en plus, ça s'achète plus cher qu'à l'extérieur, parce qu'on fait des taxes à l'intérieur de la prison, réduire les frais de justice, réduire les peines. Enfin, le monde associatif et académique a fait énormément de suggestions qui n'ont pas été entendues. Et un arrêt intéressant de la Cour constitutionnelle belge, dont je vous mets ici la référence, a montré que, par exemple, pour une des mesures qui était prise pour éviter les entrées et sorties des détenus en prison, à savoir qu'ils étaient obligés devant le tribunal pénitentiaire d'être représentés par leur avocat, là, la Cour constitutionnelle a dit non. Il y avait des mesures moins attentatoires possibles et par ailleurs, ça va allonger la détention et donc ça va au final être une mesure disproportionnée. Enseignement et perspective pour l'avenir, pour clôturer cette intervention.
Alors, les conséquences de la pandémie, on le sait, vont aggraver les inégalités socio-économiques, ce qui, dans une perspective de mobiliser les droits socio-économiques, justifierait l'investissement de davantage de ressources pour les populations vulnérables. Pour les personnes incarcérées, je vous fais quelques suggestions. Commencer par transférer la matière des soins de santé pénitentiaire du SPF Justice, puisque ça dépend de lui encore à l'heure actuelle, au SPF Santé publique, parce qu'il faut quand même savoir que les personnes en prison donc, ne sont pas dans le système de la sécurité sociale. Donc, imaginez en temps de crise où il faut aller vite, quand vous sortez de prison, vous n'avez plus de mutuelle, donc vous êtes inconnu des hôpitaux. Et il y a eu énormément de problèmes pour toutes ces personnes qui ont eu ces libérations anticipées ou temporaires. Ils étaient dehors, mais ils devaient rentrer à la fin de la pandémie. Donc, est-ce qu'ils étaient encore détenus ou non? Est-ce qu'ils pouvaient demander le CPS? Est-ce qu'ils pouvaient être en ordre de mutuelle ou pas? Il y a tellement de points d'interrogation que ces personnes sont restées dans une insécurité juridique qui nuisait aussi à leur droit à la santé si jamais ils contractaient la Covid et devaient aller à l'hôpital. Accès au GSM, à l'ordinateur et Internet en prison, voilà, la fracture numérique aggrave la pauvreté. Donc, il faudrait absolument faire rentrer Internet en prison, mais aussi le GSM. Le travail pénitentiaire, là, en temps normal, les détenus travaillent sans contrat de travail et ils n'ont pas tous accès au travail. Donc ici, vraiment, on pourrait aussi mobiliser cette convention pour dire il faut donner de l'emploi aux personnes détenues. L'emploi n'est pas existant, on a besoin d'interprètes qui pourraient faire comme travail. Bref, le travail est possible, il faut juste l'encourager. Des mesures d'accompagnement à la sortie de la prison qui sont encore insuffisantes. Et puis, globalement, est-ce qu'on va se saisir de cette opportunité d'avoir vu qu'on peut diminuer quand on met les efforts et quand on met la motivation, la population carcérale, pour enfin mener une politique pénitentiaire qui soit axée sur la diminution de la surpopulation carcérale? Quand on lit les politiques du ministre de la Justice, les notes politiques du ministre de la Justice qui ont pourtant été rédigées après la pandémie, il n'y a pas de quoi être rassuré puisqu'on est vraiment dans une politique à tout à la prison. On va construire de nouveaux établissements et on ne tire en tout cas aucune leçon. Et enfin, un dernier renseignement qu'on a pensé tous ensemble, c'est la nécessité d'avoir un droit de crise attentif aux vulnérabilités. Qui doit donc penser à coordonner l'action au niveau fédéral et fédéré. Sur toutes les scènes, on a vu que ça avait été problématique. Il faut des lieux de concertation. Il y en a qui existent déjà. Pour les prisons, ça existe, mais ils sont complètement ineffectifs, donc il faut les repenser. Un principe de participation, je vous l'ai dit, par exemple, pour les détenus, les organes de concertation des détenus ne sont jamais consultés. Une plus grande accessibilité à ces sources. Les informations diffusées par l'administration pénitentiaire, elles sont là, elles sont diffusées. Il faudrait simplement les rendre publiques. Élaborer des plans d'urgence qui intègrent l'impératif du bien-être des personnes vulnérables. Les contrôles indépendants doivent être renforcés. Alors, ça, c'est un point d'actualité. Donc, vous savez qu'en ce moment, la Belgique a signé l'OPCAT, donc le protocole facultatif à la Convention de la torture, pour créer des mécanismes nationaux de prévention au niveau belge. Donc, vraiment des organes qui, comme le CPT, vont dans les lieux à risque pour les mauvais traitements. La Belgique n'a toujours pas ratifié l'OPCAT parce qu'on est en train de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Un mécanisme de prévention qui est, si vous voulez, splitté entre les compétences fédérales et fédérées. Donc, il y aurait un petit organe pour les centres pour migrants, un petit organe pour les prisons, etc., ou un grand organe collectif qui soit compétent pour tous ces lieux de privation de liberté. Mais là, clairement, en échangeant entre chercheurs sur nos différentes scènes, on a vu l'intérêt de se mettre ensemble, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait des profils qui étaient, l'intersectionnalité. On a vu qu'en prison, on a des personnes qui non seulement sont prisonnières, sans papier, âgées et handicapées. Donc, il y a vraiment un intérêt à se mettre ensemble et avoir un mécanisme commun pour partager les bonnes pratiques et surtout faire transmettre le savoir entre nous et donc pas faire des mécanismes séparés. C'est en discussion en ce moment, donc c'est une suggestion qu'on espère faire entendre. Mettre en place des recours effectifs et puis créer ce noyau dur de droits intangibles. C'est la théorie du pare-feu pour donc des lieux immunisés, par exemple, de contrôle administratif pour les migrants. Pour les prisons, on a un service minimum garanti qui existe seulement en cas de grève du personnel pénitentiaire et pourrait être élargi à toutes les situations de crise. Et voilà, pour conclure, on s'est dit, en deçà et au-delà du droit, parce qu'on est des juristes, mais on est aussi des citoyens, l'importance de sensibiliser aux différences. Donc, on a parlé de responsabilité. Il y a vraiment non seulement, bien sûr, la responsabilité de l'État, mais une responsabilité collective à se rendre compte de notre responsabilité à tous dans les situations de vulnérabilité qui sont créées.
Et là, voilà, je pense qu'en tant que chercheur, on doit aussi participer à ce genre d'initiative. Sur ma propre scène, par exemple, on fait chaque année les Journées nationales de la prison, donc une semaine d'activités de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes à l'égard de certains publics vulnérables. Ici, pour les personnes détenues, c'est chaque année en novembre. Il y aura d'ailleurs un grand colloque à l'ULB le 26 novembre auquel je vous convie et ce sera le mot de la fin. Merci. Mais un tout grand merci, Olivia, pour avoir aussi parfaitement respecté les 20 minutes tapantes. Il y a eu un petit couac, j'ai un peu surinvesti mon rôle de maîtrise du temps, donc je suis venue t'embêter un peu trop vite. Voilà, toutes mes excuses. Voilà, un grand merci donc pour à la fois ce cadrage théorique et aussi ces analyses, cette analyse quasi empirique d'un domaine particulier, d'une scène particulière liée aux vulnérabilités. Et donc, on clôture ici cette première partie du deuxième panel. Voilà, restez bien avec nous parce qu'il reste 3 contributions fascinantes. Et on a encore trois intervenants juste après la pause café.